Intéressantes. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui par le biais de cette communication, c'est beaucoup plus le cadre théorique d'un travail de recherche que j'ai effectué il y a pratiquement une année, en particulier sur la question de l'intégration de l'éco-citoyenneté comme principe inaliénable au sein des deux associations, Tichy Verte et une autre association au niveau d'Amizour. Mais là, je vais essayer quand même de parler beaucoup plus de tout ce qui est côté, je dirais, théorique. L'éco-citoyenneté comme principe inaliénable des droits de l'homme, étude théorique de la place de l'écologie dans les différentes conventions des droits de l'homme, bien évidemment suivie de deux, disons, études pratiques de deux associations. Vous le savez pertinemment que la philosophie allemande était parmi les grandes philosophies qui ont développé la question de l'écologie, en particulier Jens Jonas, qui est un philosophe allemand. Ce qui m'intéresse beaucoup plus dans cette citation, c'est la dernière question qu'il a posée, qui est une question philosophique effectivement, sur la question de l'éthique pour la nature. Et vous savez que Jonas était parmi ceux qui ont conceptualiser, voire cogiter ce qu'on appelle en philosophie l'éthique environnementale qui va donner par la suite la conception de l'éco-citoyenneté. Ne sommes, nous, pas désormais appelés à une sorte d'obligation radicalement nouvelle à chaque chose qui n'existe pas autrefois, à savoir assumer notre responsabilité à l'égard des générations futures et de l'état de nature sur Terre, disait Jens Jonas, qui est un philosophe bien évidemment allemand. Le plan de travail, les axes, l'écologie comme thématique incontestable de la philosophie. Nous avons des étudiants de philosophie aujourd'hui, certainement. Ils se posent la question sur est-ce que l'écologie ou l'environnement est une question philosophique. Mais globalement, voilà les axes de ma communication. Il est tout à fait clair que la question de l'écologie est une question complexe et difficile à cerner comme objet de sujet de la science. D'ailleurs, toutes les relations écologie-science, écologie-État, écologie-économie, écologie-société, écologie-individu, écologie-industrie, etc., ce sont des questions très importantes, bien évidemment, dans le débat philosophique sur l'écologie. Le lien entre l'humain et l'environnement est un lien, bien évidemment, étroit, parce que l'environnement est l'espace dont elle évolue l'être humain. La question écologique occupe une place très importante dans les débats philosophiques, scientifiques et politiques, et aussi des droits de l'hommistes, parce que beaucoup de militants des droits de l'homme et beaucoup d'organisations des droits de l'homme, bien évidemment, se sont intéressés à la question de l'environnement. D'ailleurs, sur le plan de la traduction de l'intérêt de la caractériser l'écologie comme principe inaliénable des droits de l'homme, on le trouve dans plusieurs chartes et déclarations qu'on va essayer de voir pratiquement après, tout en s'accentuant sur la question de l'éco-citoyenneté. L'objectif de ma communication, bien sûr, c'est de retracer les fondements philosophiques de l'éco-citoyenneté à base de trois questions importantes. La première question, qu'est-ce que l'éco-citoyenneté? Quelle est la place de l'environnement et l'écologie dans les différentes conventions des droits de l'homme? Quels sont les enjeux politiques, l'idéologie en question bien sûr, de l'écologie en manière générale. L'écologie est une question philosophique, on le trouve dans l'histoire de la philosophie, toutes les dialectiques, bien sûr, théogonie, cosmogonie, logos, méthos, physique, métaphysique, cosmos, théos, écologie, technologie, écosystème, citoyenneté et actuellement citoyenneté et éthique écologique. Toutes ces questions, ce sont des questions de débat philosophique. Certains, bien évidemment, quand on retrace l'histoire de la philosophie, ils posent la question quand est-ce que le débat sur l'écologie a commencé à avoir lieu dans certains pays de l'Occident. Bien évidemment, la conférence de Georges Guinguiam de 1973 a suscité tout un débat important. Et il était parmi ceux qui ont inventé le concept de l'écophilosophie. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais de toute façon, la question de l'écologie a connu, comme j'ai dit tout à l'heure, un rebondissement assez intéressant à partir de 1973, ne serait-ce que dans les débats philosophiques. Le souci de Guinguiam était alors de distinguer entre les propositions du caractère scientifique sur lesquelles on peut s'appuyer et les thèses idéologiques à finalité politique. Même chose aux États-Unis d'Amérique avec Richard Rothley, et le concept, bien sûr, ou l'émergence du concept
de l'éthique environnementale ou éthique écologique qui a bouleversé, bien évidemment, le domaine de la philosophie en s'appuyant, bien sûr, sur des analyses critiques sur la question de l'anthropocentrisme qui est, bien évidemment, très dominant. Ce qui est important entre les années 60 et les années 70 aux États-Unis comme débat assez intéressant qui est éthique environnementale, les philosophes les plus connus, parce qu'il faut revenir toujours à la question de l'histoire de la philosophie et de l'écologie, nous avons Lucrèce sur la question de nature implique la démythologiser. Son ouvrage est très connu de la nature. Nous avons Jean-Jacques Rousseau, que certains considèrent comme les fondateurs, bien sûr, de l'école de contrat social, mais c'est important de revenir à la question de l'environnement, comme il a analysé ou traité la place de la nature au cœur des modalités humaines. Nous avons Jane Anders, qui est assez intéressant, Félix Guattari sur la question de la soutenabilité et la question de l'écosophique, aussi en France. André Gorz, qui est parmi les fondateurs des courants écologiques en France, et Jens Honas, qui est bien sûr le philosophe le plus connu sur la question de l'éthique pour la civilisation et technologie. Et c'est là où il y avait le débat philosophique sur la question de l'écologie et bien évidemment la question de société de consommation, l'industrialisation à outrance, deux conceptions différentes, diamétralement opposées, qui ont été du moins traités par Jens Jonas. Jürgen Habermas est aussi la même chose. Notre ami Juder Samir, il a déjà travaillé sur cette question de Jürgen Habermas, en particulier sur deux questions importantes qu'on trouve dans le domaine de l'écologie, c'est la raison instrumentale et la réflexion écologique, et bien évidemment la question des critiques de la consommation. Ernst Jonas, qui est aussi un philosophe norvégien, nous avons Ulrich Beck, etc., Bruno Latour, tous ces philosophes ont, comme j'ai dit tout à l'heure, ont fait un travail assez intéressant dans le traitement des différentes thématiques concernant, bien sûr, les deux thèses de la question écologique moderne. Les écologistes, nous avons très nombreux, nous avons Pierre Rebhi, nous avons René Dumont, nous avons Aldo Elpol, nous avons David Abraham, etc. On va revenir directement à l'éco-citoyenneté parce que nous n'avons pas assez de temps. En tout cas, l'éco-citoyenneté, c'est écologie, citoyenneté. Le concept d'éco-citoyenneté est né du champ de l'éducation relative à l'environnement dans les années 1970. Il y a un passage assez intéressant dans l'histoire du concept de l'éducation à l'environnement, citoyenneté écologique, citoyenneté environnementale et éco-citoyenneté, c'est l'écologie. Et bien sûr, la citoyenneté. L'éco-citoyenneté consiste à comprendre le lien essentiel qui relie les citoyens à l'écosystème qui le conditionne et dont il dépend, bien évidemment, pour se construire. Voilà la définition la plus importante, qui est une définition à la fois dans le cadre de la philosophie politique, mais aussi dans ceux qui ont travaillé sur les questions de développement durable. L'éco-citoyenneté, c'est la qualité des relations que les individus entretiennent avec leur milieu de vie et ceux qui la composent, bien évidemment. Et nous avons le concept de citoyenneté qu'on ne peut pas, bien sûr, le dissocier à la question de l'écologie. Et nous avons l'éco-citoyenneté, 6 fondements. Nous avons l'engagement, la responsabilité, les attentes démocratiques, en particulier la question du respect des droits de l'homme, les interactions et la participation des acteurs sociaux, la question de l'éthique, la question de la bonne gouvernance, la rationalisation des ressources naturelles et bien évidemment, actuellement dans le champ du débat, c'est la bioéthique. Le cercle de la citoyenneté, que je l'ai essayé de le prendre en considération par rapport bien sûr au texte, nous avons, du moins au texte que j'ai lu, nous avons un passage assez intéressant de l'éthique à la question de cosmopolitisme, c'est-à-dire comment l'individu au niveau de son village peut contribuer au développement de ce qu'on appelle le cosmopolitisme, la citoyenneté transnationale, parce que la question de l'écologie est une question qui dépasse bien sûr le cadre individuel. L'éco-citoyenneté et sa pyramide, c'est individu, cité, humanité et écosystème. L'éco-citoyen, c'est bien sûr les comportements et les pratiques des citoyens dans le domaine de la protection de l'environnement. Maintenant, la question principale, est-ce que l'écologie a été inscrite dans, bien évidemment, les chartes des droits de l'homme? C'est tout un débat sur cette question. En tout cas, nous avons un ensemble de traités, de chartes qu'on va essayer de voir d'une manière très générale.
Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme où on ne trouve pas réellement la question j'allais dire, la question bien évidemment des droits de l'homme. Le pacte relatif aux droits socio-économiques de 1966, il y a insinuation à la question des droits de l'homme, en particulier c'est la question de l'amélioration des conditions d'existence. Et le lien entre la protection de l'environnement et des droits de l'homme a été reconnu implicitement pour la première fois en 1972, en particulier lors de la conférence ou la déclaration de Stockholm. Ça, c'est très intéressant à le retenir parce que la communauté mondiale a commencé à avoir une conscience sur la question de l'écologie comme droit inaliénable des droits de l'homme. Le lien est assez intéressant. On le trouve en 1986 dans les groupes, bien sûr, d'experts des droits de l'environnement de la Commission mondiale, où il y a aussi insinuation au droit à un environnement sain. C'est tout simplement ce droit qui va revenir à chaque fois dans les chartes et dans les conventions. La déclaration de La Haye de 1989, le droit de l'homme à jouir dans la dignité d'un environnement mondial est valable. Et ça a posé un problème, ne serait-ce que pour les lobbies de l'industrialisation mondiale. Et toute la question de la thèse et antithèse entre la conciliation de l'industrialisation, du mode de consommation, mais aussi au droit, a été soulevée à partir de 1989, ne serait-ce qu'au niveau des différentes chartes, bien évidemment. La question du lien entre l'environnement et le droit de l'homme a été aussi abordée une nouvelle fois par les Nations Unies en 1989. C'est toujours en 1992, il faut retenir la conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement, parce qu'il y avait aussi un débat assez important sur la question des droits de l'homme. Je vais essayer de faire vite. La Convention cadre sur les changements climatiques en 1992 aussi. Nous avons en août 1994 le rapport qui explore la relation entre les droits de l'homme et la protection de l'environnement. Et vous avez constaté effectivement que dans le débat aussi politique, cette question n'a pas été assez cernée par la communauté internationale, en particulier par l'ONU, parce qu'il y a des controverses entre les différents antagonismes, bien sûr, qui constituent cette question de l'écologie. Le rapport déposé en 1994 était un rapport très intéressant au niveau des organisations des Nations Unies. En 2012, le Conseil des droits de l'homme a créé le mandat d'experts indépendants sur les droits de l'homme et de l'environnement. En étant militant des droits de l'homme, cette question a été considérée comme une avancée extraordinaire de la part, bien sûr, des associations non gouvernementales dans le cadre, bien sûr, de la protection des droits de l'homme. Et ça a été concrétisé par une résolution de 1910 que certains écologistes considèrent comme un exploit. Les principes cadres sont assez intéressants. Le 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution qu'on considère résolution révolutionnaire, à savoir le droit de l'homme à un environnement propre, sain et durable. Et encore une autre fois, c'est un exploit. Je vais essayer de faire très vite. En tout cas, pour les droits de l'homme et à l'environnement en tant que droit procédural, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, les principes des droits de l'homme relatifs à l'environnement, des principes envisageables, bien sûr, pour une convention internationale. Et ces principes, à la base, ce sont des principes politiques et des principes aussi droits de l'hommisme, mais aussi des principes philosophiques. Nous avons le droit à l'environnement, le droit à l'environnement, le droit à un environnement sain, le droit individuel à certaines qualités de l'environnement, le droit de l'homme à jouir dans la dignité environnement mondiale, et le droit à un environnement adéquat et le droit fondamental de l'homme d'un environnement suffisant pour assurer cette santé du bien-être. Et M. Dabous ce matin a parlé de ces deux équilibres qui existent dans le monde, des sociétés bien expliquées, bien interrogées, mais il y a aussi des questions, des sociétés qui vivent des difficultés énormes et qui subissent les répercussions négatives, bien évidemment, de la question écologique. Les enjeux, ils sont différents, mais ce qui nous intéresse dans les enjeux, c'est bien sûr la question des moyens matériels à économiser, là, entre l'approche rationaliste ou rationalisante et l'approche que certains considèrent comme une approche engageante, entre des lobbies dans le cadre libéral qui accentuent la société de consommation, mais aussi entre
une autre pensée que certains considèrent de populiste, mais aussi d'utopique, à savoir la question de la protection de l'environnement, une protection à outrance. Voilà ce qui est assez intéressant. Je conclus par la conclusion suivante. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que la philosophie a depuis toujours cherché à penser la participation commune des êtres vivants, mais aussi par la prise en charge de la question environnementale. La dimension des droits de l'homme, de la protection de l'environnement, n'est pas cependant seulement une question d'hygiène du milieu, ça a été dit ce matin, mais aussi c'est un droit à un environnement sain, implique bien qu'un environnement psychochimique adéquat pour la santé humaine. La plupart des formulations font référence à un environnement favorable au bien-être de l'homme tout autant qu'à sa santé physique. Et je termine par le fait de dire que l'éco-citoyenneté représente une nouvelle philosophie dans le cadre de la protection de l'environnement, mais aussi comme assise afin d'arriver à cette fameuse déclaration universelle sur l'environnement ou pour la protection de l'environnement qui tarde à venir pour des considérations bien sûr d'opposition entre les lobbies bien sûr qui déterminent le fonctionnement global du monde et aussi entre certaines thématiques philosophiques qui rentrent dans le cadre bien sûr de la protection de l'environnement qui est l'approche engageante. Et je vous remercie et désolé si j'ai pris encore beaucoup de temps.